Ok, qu'est-ce que l'Internet of Things? Donc, avant de parler sur l'Internet of Things, je voudrais parler des révolutions industrielles qu'a connues le monde de l'industrie depuis le commencement du monde industriel. Bon, avant l'Industrial Era, il y avait l'être humain a connu plusieurs révolutions. Donc, l'être humain a commencé par le mode l'agriculture, donc l'âge de l'agriculture, avant de passer à l'âge de l'industrie. Donc là, ce slide couvre principalement l'âge de l'industrie. Donc avant, quand on est passé à l'âge de l'industrie, dans cet âge, on a connu jusqu'à présent trois étapes. Donc la première étape a été marquée surtout par l'apparition des machines à vapeur et qui ont permis à l'humanité de passer de l'âge où on utilisait nos mains, en moyennant quelques outils afin de réaliser euh, les différentes tâches nécessaires à notre vie quotidienne. Mais ce qu'a apporté la machine à vapeur, c'est une nouvelle dimension par rapport à la façon dans laquelle on réalisait les différentes tâches. Et ça a permis d'automatiser et de faire réaliser une partie des tâches d'une manière, c'est-à-dire en utilisant la machine. C'est plus l'humain qui prenait un outil et qui faisait l'activité dite, mais c'est surtout la machine qui faisait cette activité. Donc, ça a révolutionné la façon dans laquelle on réalisait nos tâches et bien sûr, ça a permis une certaine économie et euh, une certaine révolution, c'est-à-dire ça a changé la façon et la rapidité avec laquelle on réalisait ces tâches. Le deuxième âge industriel, l'industrie 2.0, a été marqué par a été marqué par le fait que l'avènement des machines électriques. Okay? Donc, l'invention de l'électricité a permis aux machines traditionnelles qui étaient principalement des machines à vapeur et qui étaient limitées parce qu'on ne pouvait pas utiliser des machines à vapeur dans tous les domaines et ça nécessitait quelques précautions, afin d'assurer la sécurité, etc. Donc, c'était pas tout le monde qui pouvait utiliser ces machines, mais avec l'avènement des machines électriques, on a pu révolutionner encore une fois l'industrie et avoir encore plus de machines. Et ces machines étaient plus abordables et plus faciles à utiliser et utilisées dans des domaines qu'on ne pouvait pas utiliser auparavant avec les machines à vapeur. L'industrie 3.0 a été marquée par l'avènement de l'électronique et de l'informatique. Donc, euh, c'est ce qui a permis, d'automatiser jusqu'à un certain niveau, d'automatiser les différentes tâches que les machines électriques faisaient. Donc, auparavant, les machines électriques faisaient des tâches monotones et c'était à l'humain ou bien au worker, human worker, de faire le passage entre une machine et une autre machine et de réaliser la chaîne de production, etc. Mais avec l'avènement de l'électronique, on arrivait à automatiser plusieurs de ces tâches et de créer des chaînes de production end-to-end qui étaient automatisées, qui étaient même programmables en utilisant l'outil informatique. Donc, et ça a encore une fois révolutionné l'industrie parce que ça a permis de changer. Ce qu'on remarque ici, c'est que le rôle de l'humain a changé à travers les différentes étapes, les différentes révolutions industrielles. Au début, c'était l'humain qui prenait l'outil et qui faisait le travail, le labor work lui-même. Ensuite, avec la machine à vapeur, c'est l'humain qui gérait la machine, mais c'était la machine qui faisait le travail final. Avec la machine électrique, ça a permis encore ces machines à être utilisées dans encore plus de domaines possibles. Et l'avènement de l'informatique et de l'électronique, ça permet à l'humain de ne plus gérer ou bien de ne plus intervenir physiquement pour faire des tâches de transition entre une machine et une autre, mais surtout de programmer, donc le rôle de l'humain, le rôle principal, c'est-à-dire le rôle que la machine n'a pas pu remplacer jusqu'à présent, c'est le rôle de l'humain à programmer ces machines afin d'optimiser, d'automatiser les différentes tâches. Mais ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un âge où
ces machines, c'est-à-dire c'est une nouvelle révolution, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est un âge où ces machines arrivent à s'auto-optimiser. Donc il y a plusieurs technologies qui ont joué un rôle afin de marquer le passage vers l'industrie 4.0. Et parmi ces technologies, c'est l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle a besoin de données, de quantités énormes de données, okay, afin d'analyser, de pouvoir analyser ces données et d'arriver à des résultats concrets d'optimisation. Et ce qui a permis d'acquérir ces données, c'est le fait qu'on puisse avoir plusieurs capteurs, des sensors. Okay, et le fait et ce qui a permis d'avoir et de connecter ces différents capteurs qui sont présents dans toute l'industrie, c'est-à-dire dans chaque machine et chaque partie de la machine a plusieurs capteurs et ces capteurs envoient ces données vers un back-end et ce back-end, il y a un moteur d'intelligence artificielle qui utilise des techniques de machine learning et de neural networks afin d'auto-optimiser, d'auto-programmer cette chaîne de production. Donc, et là, et donc, c'est l'ensemble de ces technologies qui ont permis ce passage à la 4e révolution industrielle. Et bien sûr, parmi ces technologies, on note l'Internet of Things, donc ce qui a permis à ces capteurs d'être connectés, donc des milliers de capteurs à être connectés et d'envoyer ces données vers un moteur d'intelligence artificielle, c'est les technologies de l'Internet of Things. Et c'est le sujet de cette présentation d'aujourd'hui. Okay. Donc l'Internet of Things, c'est l'une des technologies qui ont permis, c'est l'une des technologies majeures qui ont permis le passage vers l'industrie 4.0. Bien sûr, l'Internet of Things avec l'ensemble des capteurs, avec l'intelligence artificielle, constitue maintenant une nouvelle gamme de technologies qui ont révolutionné cette industrie. Le rôle, encore une fois, de l'humain dans ce passage vers cette nouvelle révolution industrielle a changé. Parce que l'humain, auparavant, c'est lui qui optimisait, qui écrivait les algorithmes et qui optimisait les différentes et qui programmait les différentes machines. Mais là, il y a des moteurs, il y a des moteurs d'intelligence artificielle, des algorithmes de machine learning qui permettent à la machine de s'auto-optimiser, de prendre des décisions par elle-même en utilisant ces techniques d'intelligence artificielle. Donc, il est où le rôle de l'humain dans cette phase? C'est surtout donc le rôle de l'humain, il a encore une fois progressé. Et quand je dis le rôle de l'humain, donc c'est les tâches où la machine n'arrive pas à remplacer l'humain. Et c'est ces tâches qui sont très demandées. Parce que les autres tâches, où la machine arrive à remplacer ce worker, ces tâches seront, c'est-à-dire l'humain il serait en train de concurrencer une machine. Et là c'est un trade-off, c'est-à-dire c'est le coût par rapport à la productivité, etc. Et ces tâches donc, sont peu rémunérées comparées aux tâches où l'humain ne peut pas être remplacé. Et ces tâches, les tâches où l'humain ne peut pas être remplacé, c'est surtout les tâches liées à l'innovation, liées à l'intelligence émotionnelle, donc les tâches de sales, les tâches qui nécessitent l'art de persuasion, la persuasion, donc les sales, les tâches liées au design, au art, donc au côté artistique de l'humain. Là, la machine, elle est encore, il y a du chemin, il y a du chemin devant elle pour arriver à remplacer cet humain. Mais les autres tâches, donc les autres tâches où la machine peut remplacer même aujourd'hui, par exemple, la tâche, par exemple je sais pas, disons la comptabilité par exemple peut se faire à partir d'un software. Mais bon, il y a une partie de la comptabilité qui peut se faire à partir d'un software et qui peut même, c'est-à-dire avoir un côté de machine learning et qui peut optimiser, qui peut proposer et qui peut détecter quelques trajectoires, quelques trends, etc. Mais bon, il y a toujours le côté humain qui ne peut pas être remplacé. Donc, le côté innovation, le côté interprétation, etc., qui ne peut toujours pas être remplacé aujourd'hui. Donc, revenons au sujet de l'Internet of Things. Donc, l'Internet of Things, Mark Benioff, qui est le CEO de Salesforce, donc il le considère comme une global transformation. Okay? Donc, c'est une transformation globale, comme on a dit, donc, et qui génère de nouvelles opportunités économiques et qui change radicalement l'industrie. Okay? Ok, donc
donc les différents secteurs de l'industrie qu'on connaît aujourd'hui seront radicalement révolutionnés avec l'avènement de l'Internet of Things. Donc, si on regarde ce slide, par exemple, l'agriculture, bien sûr, il y a des machines qui ont aidé les agriculteurs à réaliser leurs différentes activités auparavant. Mais là, avec l'Internet of Things et la possibilité d'avoir des capteurs et de détecter à temps réel pour chaque plante ou bien pour chaque arbre le niveau d'humidité, le niveau de la température, etc., et d'optimiser, c'est-à-dire d'optimiser l'arrosage ou bien l'insertion de produits chimiques donc les actions nécessaires afin d'optimiser l'agriculture. Donc, ça va révolutionner l'agriculture. Factories, donc les usines, la même chose, c'est-à-dire les machines qui étaient, OK, il y avait des machines assez sophistiquées, mais qui étaient indépendantes et qui n'utilisaient pas, c'est-à-dire qui ne communiquaient pas entre elles afin c'est-à-dire d'optimiser le flow, etc. Là, c'est chaque machine. En interne, il y a plusieurs capteurs, donc il y a une communication en interne à l'intérieur de la machine, mais entre les machines, il y a une communication. Donc, dès qu'il y a une panne dans une machine, il y a automatiquement l'autre machine est informée et ça, c'est ce qui va lui permettre d'optimiser, par exemple, de faire d'autres tâches en attendant, bien, c'est-à-dire de prendre des actions d'une manière assez intelligente. Et ça, c'est dû au fait que ces machines sont connectées. Pour l'utilisation domestique, bien sûr, c'est-à-dire les différentes appliances, les appareils électroménagers, même le lighting, même l'éclairage, comme il se faisait jusqu'à aujourd'hui, va être révolutionné encore une fois, parce que aujourd'hui, c'est-à-dire les technologies de l'Internet of Things vont nous permettre d'avoir, par exemple, un interrupteur qui communique avec plusieurs lampes ou ampoules en wireless, à partir c'est-à-dire en Bluetooth, et tu peux configurer ton interrupteur afin de gérer, aujourd'hui, de gérer un ensemble d'ampoules. Demain, on veut changer la configuration, donc on reconfigure. Et tout ça se fait d'une manière, c'est-à-dire sans avoir recours à changer le câblage ou bien d'installer un câblage électrique, etc. Et c'est ce qui a permis cela, c'est non seulement les technologies radio, mais le fait que cet interrupteur peut être opéré à partir d'une petite batterie, coin cell batteries, qui permettra d'opérer cet interrupteur pendant plusieurs années. Donc, et dès que cette batterie, bon, après 2 ans, 3 ans, elle faiblit, il y a une notification automatique qui est envoyée, soit en local vers une application smartphone, soit vers si your smart home est géré automatiquement géré par une compagnie externe qui peut vous gérer l'éclairage. Donc, ils sont immédiatement notifiés et ils viennent d'une manière assez proactive vous changer les batteries, etc., et afin de permettre la continuité du service. Donc, votre machine à laver, dès qu'il y a une détection d'une signature, d'une anomalie détectée, donc il y a une notification qui est envoyée au manufacturer et qui va vous informer, ou bien d'une manière assez proactive, vous envoyer un replacement, ou bien vous envoyer un agent qui va vous remplacer la pièce, etc. Donc, même l'utilisation domestique sera révolutionnaire, c'est-à-dire même les utilisations domestiques des différents appareils verra une nouvelle révolution avec l'avènement de l'Internet of Things qui a permis d'avoir des smart homes, smart factories, smart buildings, smart cities, etc. Il y a par exemple la gestion d'éclairage, la gestion de la température à la maison, c'est-à-dire la gestion des différents chauffages ou climatiseurs, la gestion. Donc, et tout se fera d'une manière, c'est-à-dire en utilisant des logiciels, se fera d'une manière automatique et c'est-à-dire qui apprendra les habitudes. Donc, dès que quelqu'un par exemple, le use case de la home automation, quand quelqu'un rentre chez soi, c'est-à-dire la smart home arrive à détecter qui est entré et quelles sont ses préférences. Donc, ils allument le chauffage à sa préférence, ils allument la télévision, ils éteignent ça, ils règlent l'éclairage. Donc, il y a une certaine automation. Mais tout ça est là grâce à l'avènement, c'est-à-dire de ces technologies
de communication et les technologies low power qui forment the Internet of Things. Donc, quelles sont les tendances actuelles? Donc, ce rapport, bon, c'est un rapport de chez Cisco, donc indique que en 2009, le nombre d'appareils connectés. Bon, parlons de Internet comme on le connaît. Donc, Internet aujourd'hui, c'est un réseau qui relie les humains. Donc, il connecte des équipements genre ordinateur ou mobile, mais l'utilisateur final, c'est des humains. Okay? Le nombre d'appareils connectés aujourd'hui à Internet, Internet of Humans, ce qu'on appelle tout court Internet, est à peu près 5,3 milliards d'appareils aujourd'hui connectés à Internet. Mais le nombre d'appareils, l'Internet of Things, c'est pas un Internet des humains, c'est un Internet of everything, of things. Donc, c'est des objets qui seront connectés à Internet, qui seront connectés à un réseau, le réseau qu'on appelle Internet. Donc, c'est ça l'Internet of Things. Et le nombre d'appareils, ce nombre d'appareils, donc, la projection, selon l'analyse de Cisco, la projection, c'est qu'en 2020, plus de 50 milliards d'objets seront connectés à Internet. Donc, et on voit la différence donc, entre 5,3 milliards de humans connectés à Internet avec le fait d'avoir 50 milliards d'appareils ou d'objets. C'est-à-dire, c'est même pas des appareils, hein, on parle vraiment d'objets parce que on parle par exemple un poignet, une portière. Le poignet, c'est un smart handle qui va détecter l'empreinte digitale de celui qui est en train de l'actionner, donc et qui va automatiquement ouvrir ou bien ne pas ouvrir ou bien donc et en même temps il pourra détecter le pouls, il pourra détecter donc des choses qu'on voyait comme étant des objets, c'est-à-dire sans aucune intelligence, disons. Se verront devenir des objets connectés et qui auront, c'est-à-dire leur rôle dans le monde smart qu'on va connaître d'ici peu. OK. Donc, quelles sont les compagnies c'est-à-dire who is doing it, qui sont derrière cet Internet of Things? Bon, là, c'est un petit subset, c'est un petit groupe de compagnies qu'on est en train de montrer sur ce slide, mais il y a des milliers de compagnies qui sont en train d'utiliser d'être derrière cet Internet of Things. Donc, bon, mais on peut tout de même catégoriser ces compagnies en trois parties. Donc, il y a des compagnies qu'on appelle product companies. Donc, c'est des compagnies qui produisent soit des composants qui seront utilisés et qui feront partie d'une solution Internet of Things. Donc, il y a des compagnies qui se spécialisent dans les chipsets low power, des chipsets radio, ou bien des chipsets controllers qui sont low power, qui sont adaptés à Internet of Things. Des compagnies qui se spécialisent dans des sensors, des compagnies qui se spécialisent dans le software, le back-end. On va voir la technologie stack of the Internet of Things. Donc, il y a des compagnies qui se spécialisent dans une partie, un component de cette technologie stack. Mais il y a des compagnies qui ont des solutions end-to-end. Donc, une compagnie qui produisent en fait un service, donc une solution end-to-end à un problème donné. Okay? Donc, ça, c'est les product companies. Service companies, c'est les compagnies qui produisent un service en relation avec une solution Internet of Things, c'est-à-dire ou bien un service qui permettra à des entreprises ou bien à des individus de bénéficier de ces solutions Internet of Things. Donc, ces services peuvent être services de consulting, services implementation, deployment, operation, management, etc. Et il y a une troisième catégorie de compagnies, c'est les compagnies qui développent des solutions Internet of Things, mais pas pour un usage externe, pas pour faire bénéficier, c'est-à-dire un utilisateur externe ou un client externe, mais pour un usage interne. Donc, et qui vont utiliser les technologies Internet of Things afin de faire de la maintenance preventive maintenance, customer insights, optimization, etc. Et c'est ces compagnies, c'est-à-dire ça sera une nécessité. Sinon, ils ne seront plus concurrentiels. Ça sera une nécessité pour toutes les compagnies d'installer et d'adopter et de bénéficier et d'avoir un competitive advantage en utilisant et en adoptant, en étant les premiers à utiliser et à adopter ces technologies Internet of Things. Parce qu'on a dit, l'Industry 4.0,
le nouvel âge industriel, appartient à ces compagnies qui vont utiliser ces capteurs et le réseau de ces capteurs, qui est l'Internet of Things, et des outils d'intelligence artificielle afin de produire des solutions qu'on ne pouvait pas avoir auparavant. Auto-optimize, auto-learn, machine learning, et qui par la suite peut produire des services qu'on ne pouvait pas avoir auparavant, genre home automation ou bien factory automation ou self-healing networks, etc. OK. Donc, qu'est-ce qu'un produit Internet of Things? What is an IoT product? Donc, il y a plusieurs définitions sur Internet, sur le sujet, mais la définition qu'on a trouvée étant la plus complète, c'est celle-ci. Donc, an IoT product, it's a product that combines hardware and software, measures a real-world signal, and connects to the Internet to provide a value to a customer. Donc, il y a plusieurs composantes qui fait de ce produit un projet IoT. Donc, la première composante, c'est que ce produit n'est pas un produit purement software et n'est pas un produit purement hardware. Donc, c'est une combinaison. Ce produit contient une composante software et une composante hardware. Okay. En plus de ça, ce produit, il arrive à mesurer les signaux en utilisant des capteurs, real world signals, donc des signaux en utilisant des capteurs qui vont mesurer des signaux du real world, du monde externe, okay, et qui connectent ces signaux vers l'Internet. Donc, quand on dit ils connectent vers l'Internet, c'est-à-dire ils connectent vers des serveurs qui sont existants sur l'Internet, c'est-à-dire qui existent dans l'Internet, dans ce qu'on appelle le cloud. Et c'est ce qui va permettre, c'est-à-dire de connecter ces 50 milliards d'appareils. Donc, c'est-à-dire réaliser un réseau privé pour 50 milliards d'appareils, c'est vraiment, c'est-à-dire, on doit utiliser la toile Internet et d'utiliser les différents mécanismes de sécurité afin de connecter ces objets d'une manière sécurisée vers le back-end system qui se trouve dans le cloud sur Internet. Et sinon, c'est-à-dire réaliser des réseaux privés, ça sera, c'est-à-dire il y a le frein économique. Ça sera plus économique de réaliser cela, et chose qui va ralentir. Donc, ce qui a permis et ce qui va permettre à ces technologies d'être déployées de plus en plus, c'est le fait qu'elles peuvent être déployées à un coût assez raisonnable et assez économique. Donc, ce cost-effective way, c'est l'utilisation du cloud avec bien sûr toutes les mesures de sécurité et les solutions de sécurité qui vont avec. Donc c'est hardware and software qui mesure the real world signal and connects to the internet it has to provide a value to the customer pour être un produit. Okay? Donc il y a la composante the role of this product, c'est-à-dire le produit doit résoudre un problème dans le monde réel pour être considéré comme étant un produit IoT.